Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Notamment experte en communication animale, notre invitée de ce jour cite cette très belle phrase: lorsque, en amour, simplement présent à notre être, nous accueillons le monde animal, nous transformons la vie, notre monde et le monde en général, notre regard s'adoucit, notre cœur s'ouvre et le chemin pierreux devient une aventure du cycle immuable de la vie. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette entrevue de Patoun Lucille de Vlaminck. Bonjour Lucille. Bonjour Patricia, je suis touchée d'être là et ta phrase d'introduction, waouh, quelle émotion. Je voudrais te remercier d'avoir accepté de participer à cette entrevue de Patoun parce que je sais que ton emploi du temps est très très serré et que malgré tout, tu as trouvé ce petit temps pour venir échanger avec nous. Oui, alors c'est un grand merci à toi de me recevoir. Oui, je trouve aller assez souvent parce que je pense que quand on a la volonté, on peut. Je pense que quand on veut pas faire, on peut pas. Voilà, et quand on veut faire, on y arrive. Là, c'est vrai que je suis très très heureuse de passer dans ton émission. Effectivement, j'ai la chance d'avoir un emploi du temps chargé, mais je pense que porter la parole et une vision des choses sur la communication avec le vivant, je refuse jamais. J'en fais beaucoup en fait. Je refuse jamais parce que quand on porte ça, c'est un peu comme une goutte d'eau à une rivière. On ne sait pas où elle va aller, enfin probablement à la mer, peut-être à l'océan, mais qu'importe en fait où elle va. L'important, c'est la goutte d'eau de pluie qui est tombée. Alors Lucille, qui es-tu? Ah, c'est une question compliquée. Je pense à un être, une personne qui est, qui est profondément ancrée dans la terre, dans cette terre meuble que je sens vibrer, qui me parle, un ancrage avec les plantes avec lesquelles j'ai toujours eu une sensibilité particulière, même toute petite. Voilà, faut pas me faire tuer une salade, ni me faire passer près d'un champ de blé quand on moissonne, quoi. Ça, c'est des drames, je le vis comme des drames. J'ai toujours eu cette chose de dire, pour moi, allez, on a la chance d'avoir une pomme, on peut prendre une branche de thym, on peut prendre une feuille de la salade, on peut, voilà, j'ai toujours eu cette chose de, la nature, elle nous offre, mais on n'est pas obligé de la piller et on n'est pas obligé de la couper à la racine. J'ai toujours eu cette hypersensibilité, j'ai envie de dire, qui a pas toujours été très facile à porter. Et bien sûr, cette hypersensibilité à l'âme animale, à l'animal, qui sont ma vraie famille, qui sont, je ne sais pas comment dire ça, j'en parle avec beaucoup d'émotion, mais les animaux, c'est mon clan. Voilà, c'est ma meute, c'est réellement mon cœur. Et, euh, et du coup, oui, je pense que je suis cet être-là qui est pas forcément très bien dans le monde humain, euh, qui, qui n'aime pas non plus le monde humain, la civilisation humaine, le monde normal dans lequel on vit, la vie normale dans laquelle on vit. Euh, je suis pas là-dedans. Il y a énormément de choses que je ne comprends pas. Simplement, ça dépasse mon entendement. Je comprends pas. J'ai quelque chose d'extrêmement simple et plein de choses que je ne comprends pas. Voilà. Ça, c'est une drôle de réalité, mais qui du coup, me permet probablement d'être en vraie connexion dans la communication animale ou dans la connexion avec le vivant, parce qu'il faut se dire qu'eux, il y a aussi beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas du monde humain. Avant d'exercer ton activité actuelle, Lucille, quel fut ton parcours? Bah écoute, c'est un parcours un peu particulier, parce que de toute petite, je voulais être vétérinaire. Et,
Et en fait, mon père, quand j'avais 6 ans et demi, 7 ans, à force de le dire, hein, je voulais être vétérinaire pour les gros animaux, pour les chevaux, pour les vaches, pour les taureaux. Je voulais pas du tout être vétérinaire en cabinet. Mais mon père m'a emmené à la vétérinaire, une dame très très gentille pour la vaccination de notre chien de la famille. Et je disais plus rien, je suis très bavarde et je disais plus rien. Et donc mon père dit que je veux être vétérinaire. La vétérinaire, ah bon, tu veux être vétérinaire? Et moi c'est parti, non, je veux pas être vétérinaire, je veux plus. Donc elle me dit, tu as eu peur de la piqûre, tu as eu peur. Et j'ai dit non, je veux pas être vétérinaire, il y a des gens dans la salle d'attente. Et ce qui m'avait gênée déjà à l'époque, c'était qu'il allait avoir un intermédiaire humain et que j'allais devoir prendre en charge l'humain. Et que moi, ce que je voulais, c'était juste écouter, soigner l'animal. Voilà. Et de ce jour-là, je savais que de toute façon, je ne serais pas vétérinaire de ville, mais que je ne serais pas forcément vétérinaire du tout, parce que je voulais être avec les gros animaux, et j'ai quand même un âge certain ou un certain âge. Et dans les années 70, c'était quand même dit qu'une femme ne pouvait pas être vétérinaire pour les gros animaux, parce que le jour où il arrivait vraiment quelque chose de grave, bien sûr que l'éleveur, il n'allait pas changer de vétérinaire si on n'avait pas la force. Voilà. À ce jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu différent. C'est ce qui fait voilà, qu'il y a beaucoup de femmes dans la profession, mais sans regret, je ne suis pas vétérinaire. Sans regret. Mais c'est sûr que j'ai ce quelque chose avec la santé. Donc après, si tu veux parler de mon parcours, je suis passée par la SNCF, tu vois, par exemple. Donc mes parents voilà, m'ont poussée à travailler à l'âge de 16 ans et je suis rentrée à la SNCF où j'ai fait une carrière où, comment je dirais, pas mal du tout au niveau de l'avancée en carrière, mais où ça se passait pas bien et pour cause, encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il y a des trains. Je ne sais pas pourquoi il y a des trains. Tu vois, ça fait partie des choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, ça n'aide pas quand quand tu travailles dans une entreprise ferroviaire, quand tu as déjà un truc de se dire oui, mais enfin, franchement, on n'est pas obligé d'avoir des trains, quoi. Tu vois, c'est pas indispensable à la vie. Donc, déjà, je travaillais dans une entreprise qui n'est pas indispensable à la vie. Tu vois, il y avait aussi ce quelque chose de me dire oui, mais moi, ce que je fais, c'est indispensable à la vie. C'est la guérison, c'est être dans la vie de l'animal, c'est être dans l'écoute, c'est être proche de lui. Il y a quelque chose où on est toujours dans l'ambivalence, la vie, la mort. Et là, je me retrouve sur un truc euh, qui n'a pas de nécessité pour vivre, tu vois. Et les choses qui n'ont pas une vraie nécessité pour vivre, j'ai du mal à comprendre. Quel fut le déclic pour t'inciter à exercer la profession actuelle? Il y a eu un déclic à un moment donné. Si tu veux, moi j'ai toujours, pendant que je travaillais dans le public ou après dans le privé, j'ai toujours continué mes études. Toujours. Et un des déclics, c'est l'ouverture de la Chine au monde. Et donc, Deng Xiaoping a revalorisé la médecine chinoise et a permis à des maîtres, à vraiment des êtres d'exception, bien sûr en gardant la famille en Chine, hein, mais d'aller porter la médecine chinoise. Alors, je ne dis pas que la façon dont lui le faisait, c'est-à-dire faire que la Chine redevienne le pays le plus fort au monde. Voilà, on était dans les années 80, 70, 80. Enfin voilà, il y avait toute cette volonté-là de la Chine de redevenir une puissance et la médecine chinoise devait et pouvait y contribuer. Mais je dirais que ça, lorsqu'on était avec les maîtres et dans l'apprentissage, on ne le sentait pas. On ne le sentait pas. Donc, il y a une partie des années 80 et 90 où j'ai eu la chance d'être dans ces apprentissages qui sont des apprentissages longs de la médecine chinoise, qui se passaient en anglais, qui se passaient en Belgique, où là, on avait vraiment le choc culturel, où on devait faire du sport, faire attention à qui on était, travailler sur qu'est-ce que c'est que le confucianisme, travailler sur le bouddhisme. Il y avait une forte partie qui était liée aux arts martiaux et qui était liée à la philosophie. Et
donc tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut maturer tout ça. Et moi, en plus, j'ai toujours eu un décalage. Même toute petite, un coup, j'avais vu un reportage où on faisait de l'acupuncture sur des humains et j'avais dit à mon père, un jour, je ferai ça sur les animaux. Et il m'avait dit, mais non, c'est pas possible, attends, c'est pas possible, les animaux, ils bougent et tout ça. Si, si, un jour, je ferai. Et donc, j'ai toujours eu la sensation, tu sais, d'être décalée. Ça veut dire que je suis née à une période où si tu buvais pas de coca et si tu fumais pas et si tu n'avais pas changé de voiture tous les ans ou acheté le dernier frigo à la mode, il y avait quelque chose où tu n'avais rien compris à la société. Et moi, déjà à cette époque-là, c'était je ne veux pas fumer, je ne sais pas à quoi ça sert. Le Coca-Cola, je ne veux pas en boire, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'avais déjà des tas de choses comme ça. Le McDo, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne veux pas en manger. Voilà, j'avais des tas de trucs où on me disait, mais attends, t'es pas normal, t'as un problème, quoi. Enfin, attends, c'est ça la vraie vie, quoi. C'est consommer, toi avec les produits américains, tout ça. Et je disais, mais ça va pas. Par exemple, secouez-moi, secouez-moi. Moi, je veux pas boire ça, je sais pas ce que c'est. Et, et donc, paradoxalement, je pense que depuis allez, 25 ans, je commence à être à la mode. Donc, si tu veux, au moment où moi j'ai commencé à avoir terminé mes formations, et donc aussi d'avoir rencontré vraiment des personnes importantes en communication animale qui ont pu me dire qu'en fait c'était ça que je faisais et qui m'ont aidé à fermer les canaux parce que à un moment donné c'était intenable pour moi. J'étais un peu comme multichaîne ou internet dans la tête, quoi. J'entendais tout. Donc, c'était aussi des périodes de repli sur moi où je ne vivais pas bien tout ça. Et c'est une grande dame de la communication animale qui m'a aidé à fermer et faire que aujourd'hui je puisse ne rien entendre. Tu vois, on est là avec toi, je ne t'entends pas ce que tu as dans ta tête, quoi, parce que j'ai décidé de fermer. Et donc, en fait, quand le monde a commencé un peu à s'ouvrir, à sortir un peu de l'animal machine, alors je ne pense pas qu'il l'ait fait avec de bonnes intentions. Il l'a fait parce qu'il a commencé, le monde s'est ouvert parce qu'il a commencé à avoir peur de la chimie. Donc, par la peur, l'être humain est capable de beaucoup de choses. Donc, ce ne sont pas des prises de conscience faites dans l'amour, ce sont des prises de conscience faites dans la peur. Donc, ça, je suis obligée de le constater. Mais toujours est-il que ces prises de conscience faites, il y a eu une ouverture pour permettre aussi à son animal d'être soigné par des techniques plus naturelles, donc par la médecine chinoise, par le shiatsu, et puis aussi, là, depuis 5 ou 6 ans, de se dire que oui, l'animal a un cœur, l'animal a une âme, l'animal a un chemin de vie, et qu'on a envie de l'entendre, tu vois, EN-tendre, et de se dire qu'il se passe quelque chose et que quand on est amour, on a aussi envie d'entendre les intentions de le chemin de vie de l'autre, l'âme de l'autre. Donc, si tu veux, mon temps de maturation, c'est vrai qu'il y a eu toute une période où j'étais pas bien parce que j'étais vraiment pas à la mode et ça allait pas et de toute façon, il y avait rien à faire parce que même si j'avais essayé de faire quelque chose, il n'y avait pas de clientèle, tu vois. Donc, c'était un peu bizarre. Et d'un seul coup, je pense que quand j'ai été vraiment prête, paradoxalement, la clientèle était présente aussi. Donc, voilà un peu comment ça s'est fait. Et puis après, ça a tout de suite démarré très fort, quoi. J'ai pas, si tu veux, j'ai pas trop eu le temps de faire ouf par le bouche à oreille et par les réseaux sociaux. Tout a tout de suite pris de l'ampleur, si tu veux, rapidement. Quel genre d'accompagnement pratiques-tu et avec qui es-tu amenée à collaborer, Lucille? Alors, au niveau de si on prend mes 2 branches d'activité, au niveau de la communication animale, donc les communications animales, elles peuvent nous être demandées par des ostéopathes, des vétérinaires, des éducateurs canins, des toiletteurs, voilà, tout le monde est professionnel. Donc, il y a une collaboration avec les professionnels. Et bien sûr aussi les familles, les associations, les SPA. Voilà. Donc, bien sûr que là, il y a une collaboration, autant donc avec des personnes privées que des personnes morales ou des entités professionnelles.
Et pendant la communication animale, ben, bien évidemment, notre rôle est aussi d'envoyer au vétérinaire, notamment s'il y a des urgences, voilà, d'envoyer à l'ostéopathe, d'envoyer à l'éducateur canin, d'envoyer au toilettage. Donc, le retour se fait aussi dans l'autre sens. Moi, j'ai envie de dire, dans une collaboration douce et effective, quoi. Le nombre de contacts est assez impressionnant, tout pays confondu, et je trouve que c'est de notre rôle aussi de pouvoir orienter, voilà, et de pouvoir informer et de pouvoir gérer la santé et la guérison sur un travail d'équipe. Et bien entendu, sur du hors territoire, j'en vois aussi à mes collègues en shiatsu, quoi. Voilà, c'est une évidence. Et puis, sur la communication animale, il y a aussi ce pôle formation. Je ne forme plus que des professionnels. Je suis pas bien dans la formation. Enfin, tu vois, avec tout ce que j'explique depuis le début, il y a quelque chose où je suis pas bien. Avec les professionnels, oui, parce que on est tellement sur du technique qu'à un moment donné, c'est drôle ou émouvant, où on essaye de savoir un peu où est-ce qu'on en est dans le squelette. Donc, du coup, comment je dirais, j'apprends énormément quand je forme. Euh, quand je forme des professionnels. Quand je forme des non-professionnels, la sensation, c'est je m'ennuie, j'ai peut-être passé à côté d'un animal qui avait un besoin, donc je ne suis pas bien. Et là, j'ai des belles collaborations avec des formateurs. La Dame fait sur les Hauts-de-France, donc Marie Ferna, et vraiment, ça se passe très très bien. Et puis Charlotte Letien, qui est aussi sur les Hauts-de-France et dans le Sud, et également sur la Belgique. Voilà. Et ça, c'est des personnes, voilà, parce qu'on me demande souvent pour former, mais moi, je veux pas, mais j'ai envie de dire, c'est pas pour ça qu'on ne doit pas orienter vers des personnes en qui on a confiance et puis surtout avec lesquelles on partage une déontologie. Je trouve que ça, c'est une vision de la vie, une déontologie. Je trouve que ça, c'est vraiment important. Donc, tu vois, ce travail d'équipe, il se fait à plusieurs niveaux. Et puis, bien entendu, par rapport à ce que l'animal raconte, parce qu'il parle aussi de leurs humains et des problématiques physiques, émotionnelles, mentales de leurs humains. Là, bien entendu, il y a aussi un réseau où on dit, bah, allez voir votre médecin, allez voir l'ostéopathe, allez voir quelqu'un en médecine chinoise pour humains, allez voir un rebouteur aussi, allez voir un géobiologue, allez voir un sourcier. Donc, l'orientation est vraiment vaste. Je trouve que la communication animale, on peut pas et on n'a pas apporté de diagnostic, mais par contre, on est un pivot pour que des diagnostics puissent être posés. Et ça, c'est extrêmement intéressant, ce rôle de pivot et d'information et d'écoute et de prise en compte. Tu vois, ce rôle charnière, c'est quelque chose qui me plaît et quelque chose qui me va. Et puis après, voilà, dans le shiatsu, là, c'est la pratique, autant dans le concret que la distance, en tenant compte de notre législation du jour, savoir qu'en ce moment, nous ne pouvons faire que du shiatsu bien-être. Donc, moi, j'applique la réglementation aussi en vigueur aujourd'hui. Et puis, à côté de ça, il y a bien sûr toute la branche du reboutage, qui est lié aux plantes, qui est lié aux savoirs anciens, qui peut être de conseiller d'aller à une chapelle pour faire un pèlerinage, d'aller boire l'eau à telle source, parce que c'est pas un problème de religion, c'est un problème de prise de conscience de ce que la terre offre à cet endroit-là comme eau, de quoi elle est chargée, et surtout de permettre aux êtres qui en ont besoin de s'approprier leur guérison par un acte physique. Et le pèlerinage, c'est ça, notamment. Donc, voilà. Puis il y a les plantes, il y a l'accompagnement avec les plantes, avec les fleurs de Bach, voilà, il y a la sonothérapie avec les tambours, le chant. C'est tout ce monde peut-être un peu parallèle, peut-être un peu de l'invisible, mais qui est toujours présent dans la guérison. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? En communication animale, en shiatsu, en communication animale? J'en ai une très belle, pour montrer comme ça qu'on est toujours un peu entre deux eaux, on vit sur Terre, mais en même temps, on n'est que de passage. Cette semaine, ce week-end, j'ai eu la chance de travailler pendant 2 jours pour une association que j'aime beaucoup, Sans Laisse. Je leur fais coucou d'ailleurs s'ils m'écoutent, Christian Bombe et sa femme. Donc, ils ont des chiens qu'ils emmènent en médiation
dans différents lieux. Et donc moi, je ne sais pas forcément les lieux dans lesquels ils vont aller, ça dépend de la formation du chien et de la personne, et aussi du lieu où ils sont situés pour être près des structures comme EHPAD, hôpitaux, IME. Et là, je me suis retrouvée avec un Wimpet, tu vois, donc après j'ai su qu'il intervenait en tout ce qui était soins palliatifs. Et ce chien, il disait, les autres chiens, il voyait des King Charles avec lui, il dit, les autres chiens, quand ils passent devant certaines portes, c'est « Waouh, on y va, on y va !» Et donc les maîtres, ils suivent en disant « Bon, bah, le chien, il veut y aller, super, il veut y aller. » Et il dit « Moi, je m'arrête devant la porte. » C'est parce que les autres chiens, ils ont senti la mort et ils avancent. Sauf que moi, là, j'ai senti la mort qui va arriver. Et là, je suis comme dépourvue, j'ai besoin d'aide parce que je ne sais pas la personne où elle est située. Et si la personne est bien vivante, je vais aller poser ma tête en dessous pour avoir une caresse à la main, mais là, la personne, elle n'est pas dans cet état-là. Et je ne vais pas aller renifler pour voir si elle est morte, parce que ça, je le sais qu'elle n'est pas morte. Mais du coup, je ne sais pas comment intervenir. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est en train de prévenir que la personne est sur le passage. Voilà, entre 3 à 4 heures à 3 à 4 jours, jusqu'à 8 jours. Et donc, je trouve que ça, c'est des messages extrêmement forts qui vont permettre à sa propriétaire d'être plus à l'écoute sur ce que le chien fait quand on le sent voilà, et puis travailler avec le chien un signe où il dit oui, là, c'est ça, c'est bien ça. Donc, pour que l'équipe autour, la famille, puisse être plus présente en ce moment de détachement de l'âme. Donc, voilà, voilà, anecdote, témoignage. Je ne sais jamais si anecdote, tu vois, c'est le bon mot, parce que c'est tellement fort comme message derrière. Ça veut dire que là, l'animal, à un moment donné, a des compétences que nous, on n'a pas, ou qu'on n'a plus. Hein. Donc, dans les ressentis émotionnels, les ressentis d'âme, les odeurs, voilà. La présence ou la non-présence, tu vois, le fait d'être présent à ce que l'on est, ou d'être moins présent à qui l'on est, voilà, donc des signes de détachement. Et ils sont très fins pour détecter ça. Et là, le chien est complètement investi dans sa mission, tu vois, de médiation. Et le truc, c'est OK, on m'emmène, moi je fais ça, mais là, maintenant, faut que vous preniez le relais, quoi, parce que OK, je m'arrête, je fais ça, je suis un peu. Mais si vous ne l'interprétez pas, le relais n'est pas passé. Tu vois, donc ça nous pousse à être plus fins sur la compréhension de l'animal, sur les signes qu'ils peuvent donner, qui sont bien sûr pas des signes verbaux, mais qui sont quand même des signes tangibles, physiques. Et ça nous pousse à regarder, à contempler, à nous émerveiller, à ouvrir le cœur, à ne pas s'arrêter au facile. Tu vois, je trouve que c'est ça. À l'heure actuelle, Lucille, quel est ton souhait le plus cher? Que Terre puisse survivre, que Terre ne meure pas, que le sauvage qu'elle porte, que les plantes qu'elle porte, que les animaux qu'elle porte, que les animaux domestiques qu'elle porte puissent enfin être honorés et être libérés du joug humain. Parce que le contrat de partenariat, ça fait bien longtemps qu'il est rompu, qu'il est faussé. Et oui, j'ai une souffrance à la maltraitance de terre et des animaux et des êtres primitifs qui la composent. Oui. Pour en revenir à ton activité, Lucille, est-ce que tu as des actualités à nous communiquer? Alors, bah, écoute, il y a bientôt Quand vous allez sur ma page communication animale Lucille de Blaming, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de lives qui vont encore se faire, notamment des lives le 5 et le 6 juillet où j'offre une communication animale.
Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Bien sûr, il faut être là pendant le live. Et puis de là, il y a un tirage au sort et la personne, elle a une communication animale ou une communication végétale ou une communication de terre qui sont tirées. Donc ça, c'est là pendant toute la période des vacances. Donc ça commence 5-6 juillet. Mais il va en avoir tout le long de juillet, tout le long d'août, tout le long de septembre. Voilà. Je trouve que ça, c'est assez intéressant pour porter la parole animale et voir à quel point l'animal peut être précis dans son observation. Moi, je ne suis qu'un canal qui transmet, mais on s'aperçoit à quel point il est précis dans ses observations et aussi dans ses jugements et aussi dans sa remise en cause, voilà, et dans son chemin de vie, ce qu'il fait dans son chemin de vie auprès de nous. Donc, tout ça, c'est vraiment une belle joie, un grand plaisir de le partager. Et puis, je partage aussi, bien sûr, les formations de mes collègues. Hein. Il y en a au mois de septembre, donc je partage leurs formations. Et puis, moi, je continue d'être sur les routes aussi, hein, pour les shiatsu et pour la communication animale que je fais à distance, mais que je peux aussi faire pour des écuries, des journées complètes, quoi. Hein. Voilà. Hein. Lucile, l'entrevue touche à sa fin et je souhaite t'exprimer ma gratitude pour cette interview bienveillante en te dédicaçant cette citation d'Anthony Douglas Williams. Tous les animaux sont nés avec l'innocence, la curiosité et l'amour. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bien, la curiosité et l'amour, c'est clair. C'est clair. La curiosité, c'est un moteur de vie. C'est ce qui différencie l'animal et l'humain. La curiosité pour un animal, ça n'est pas chercher, trouver quelque chose, se mettre dans un état de recherche et dans un état de nouveauté et dans un état de, comment je pourrais dire ça, de progrès. Je trouve que ça, c'est extrêmement important. On voit bien à quel point la curiosité dans la recherche et le progrès depuis 300 ans est dévastatrice. Ce n'est pas du tout la même curiosité pour l'animal. Pour l'animal, la curiosité, c'est comprendre le monde dans lequel on vit et s'y intégrer, en faire partie prenante et être en osmose. Donc je trouve que dans cette citation, il y a ça qui est très beau. L'amour de l'animal, pour moi, c'est un amour incommensurable. C'est un amour que peu d'êtres humains sont capables d'atteindre. Ça veut dire que c'est un amour où on n'attend pas de retour. C'est un amour où on est simplement présent. On n'est pas forcément dans le faire et on est accompagnant. Et on n'est pas non plus à calculer combien on a donné et combien on a reçu. Il y a quelque chose de bien au-delà de ça, et de l'ordre de la sagesse et de l'infiniment bon et doux. Et c'est vrai que pour la première partie de la citation, je suis un petit peu dubitative parce que dans notre monde, malheureusement, l'innocence au niveau du dictionnaire, c'est pas fameux. Quand on dit de quelqu'un qu'il est innocent, le sous-entendu, il est un peu beubeux, quoi. Il n'a rien compris au sens de la vie, quoi. Il est innocent, voilà. Et il y a aussi une autre traduction de l'innocent dans le monde de l'humain, c'est par rapport à la maltraitance. Par exemple, si c'est un enfant qui le fait, mais c'est normal, il est innocent. Non, il n'a pas le droit de maltraiter, c'est tout. Donc, l'innocence, elle est soit utilisée en disant qu'on est beubeux, ou bien elle est utilisée pour excuser des actes graves. Donc, du coup, l'innocence, c'est un mot qui me gêne. D'autant que l'animal est loin d'être innocent. Ça veut dire que les actes bien sûr, il peut faire des erreurs et par exemple marcher sur un pied pour un cheval ou mordre pour un chat, se retourner et hop, voilà, parce qu'il a été surpris. Voilà. Mais je veux dire, dans les autres cas, les actes sont posés par rapport à quelque chose qui se passe au niveau mental, au niveau émotionnel et à la mise en marche d'un corps. Donc, il y a une volonté de faire ou de ne pas faire, et on le voit très bien. On donne un ordre à un animal, c'est pas pour ça qu'il le fait. Et c'est ça qui est très intéressant.
c'est de voir qu'il garde son libre arbitre. Moi, j'aimerais bien mettre en pendant là de cette innocence qui pour moi est négative, le libre arbitre de l'animal. Et comment on lui laisse encore aujourd'hui ce libre arbitre? Voilà. Et donc, quelle solution il trouve pour mettre en place ce libre arbitre et pour respecter son chemin de vie, pour être sur son chemin de vie, pour vivre l'expérience de vie qu'il est venu vivre sur Terre. Comment est-ce qu'il peut la vivre aujourd'hui? Tout ça, c'est des questions qui peuvent nous faire avancer dans le quotidien. Alors, petite question subsidiaire, Lucie. Comment as-tu vécu cette interview? Bah, très bien. Je trouve que voilà, c'est intéressant de pouvoir dire les choses autrement. Moi, j'ai plutôt l'habitude de faire des interviews où je suis en conférence, donc j'ai un PowerPoint et hop, on y va sur la communication animale, voilà. Je trouve que là, être interviewé sur qui on est pour arriver là, voilà, et comment ce qui on est de départ module complètement le qui on est 30, 40, 50 ans, 60 ans après. Moi, je suis la même petite fille innocente qui voulait être avec et pour les animaux. Je suis exactement la même. Merci beaucoup, Lucille. Et puis, Merci beaucoup, Patricia. Belle continuation. Merci à toi. Belle continuation à toi aussi. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Pour me contacter, les entrevues de Patoun@gmail.com.